L'histoire de ce chapitre commence avec Luffy, Zoro, Sanji, Nami et Usopp, qui se trouvent dans un château mystérieux nommé Big Stein. Dans le chapitre précédent, Zoro avait suggéré qu'ils devaient trouver la mer pour connaître le sort de leurs autres camarades. Par conséquent, dans ce chapitre, les 5 membres de l'équipage décident de quitter le château de Big Stein et de commencer leur recherche de l'emplacement de la mer. Cependant, avant de partir, ils doivent d'abord retrouver Chopper, qui ne les a pas encore rejoints. En cherchant Chopper, ils rencontrent de nombreux animaux gigantesques qui tentent de les attaquer. Luffy, Zoro et Sanji réagissent rapidement, utilisant leur technique de combat pour vaincre ces créatures. Plus ils avancent, plus les animaux monstrueux apparaissent en grand nombre. Ces créatures ne sont pas seulement puissantes, mais certaines ont aussi la capacité étrange de se transformer en différents types de monstres. Ces animaux mystérieux semblent être une espèce endémique spécifique à la région d'Elbaf et ne se trouvent nulle part ailleurs. L'équipage des chapeaux de paille est intrigué en voyant ces créatures et commence à soupçonner qu'elles ont peut-être consommé des fruits du démon. Nami et Usopp sont stupéfaits par la taille et les capacités de combat de ces créatures, tandis que Luffy, Zoro et Sanji continuent à les combattre. Ailleurs, l'histoire se déplace vers une salle mystérieuse à Elbaf, où Chopper est inconscient. Dans cette salle se trouvent plusieurs géants qui émettent une aura maléfique. Il semble que cette pièce ne soit pas dans le château de Big Stein, mais dans un autre endroit. Lorsque Chopper se réveille enfin, il est choqué par ce qu'il voit autour de lui. Géants qui paraissent étranges et effrayants rendent Chopper très nerveux. Il tente de s'échapper, mais l'un des géants le remarque et le capture avec sa grande main. Se rendant compte du danger, Chopper utilise immédiatement sa technique Monster Point, qui le transforme en une créature massive. Les géants sont surpris par cette transformation. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi seul Chopper a été emmené dans cet endroit gardé par des géants. Mais il semble que sa forme unique lui accorde un traitement particulier, différent de celui des autres membres de l'équipage des chapeaux de paille. Dan Warrior et l'équipage des chapeaux de paille, accompagnés de Dory et Brogy, ont décidé de se rendre à Elbaf. Ils avaient navigué sur les océans à la recherche du Thousand Sunny, mais sans succès. Ils ont commencé à suspecter que Luffy et les autres étaient déjà partis pour Elbaf. Alors, ils ont décidé d'entrer dans le royaume des géants. Lorsqu'ils sont arrivés sur la plage d'Elbaf, ils ont aperçu le Thousand Sunny. Cependant, sur le rivage, plusieurs géants montaient la garde autour du navire. Dory et Brogy se sont immédiatement mis en colère en voyant ces géants et leur ont demandé ce qu'ils avaient fait à Luffy et aux autres. Il est devenu évident que ces géants étaient des ennemis de Dory et Brogy. Apparemment, tous les géants d'Elbaf ne s'entendent pas bien les uns avec les autres et certains sont même en conflit. Les géants sur la plage d'Elbaf faisaient partie d'un groupe différent de celui de Dory et Brogy. Comme Elbaf est une île extrêmement vaste, il n'est pas surprenant que plusieurs territoires soient souvent en conflit, notamment pour le contrôle des ressources abondantes de cette grande île. Jinbe et Franky voulaient monter à bord du Thousand Sunny pour vérifier son état, mais ils ont été arrêtés par les géants. Réalisant que ces géants étaient des ennemis, Jinbe et Franky n'ont pas hésité à attaquer. Jinbe a utilisé l'un de ses coups de la technique des hommes-poissons Karakai, tandis que Franky a employé sa technique Strong Ride. Dory et Brogy ont également quitté leur navire pour affronter les géants ennemis. Avec les compétences de l'équipage de Dan Warrior et la force des chapeaux de paille, ils ont rapidement vaincu les géants ennemis. Dory les a ensuite défiés d'appeler leur chef. Cependant, le chef de ces géants n'était pas présent. Il n'a pas été difficile de les vaincre, car ils n'étaient que de simples subordonnés d'une grande organisation de géants à Elbaf. Ailleurs, on voit le chef des géants ennemis entrer dans une pièce pour rencontrer quelqu'un. Cependant, la personne qu'il rencontre est encore incertaine, car elle est présentée sous forme de silhouette. Malgré cela, cette silhouette ressemble à celle du prince Loki. Il est possible que Loki ait engagé la faction ennemie pour enlever certains membres de l'équipage des chapeaux de paille. Loki ne l'a pas fait lui-même en raison de son statut de prince, ce qui l'oblige à être plus prudent. Les nobles d'Elbaf peuvent en effet faire appel à des organisations extérieures au royaume pour effectuer des tâches sales, comme semble l'avoir fait Loki pour kidnapper Luffy. Cela montre que Loki est probablement l'un des ennemis dans cet arc d'Elbaf. Dans la salle où se trouve le prince Loki, on voit de nombreuses armes comme des épées, des haches et des lances. Une épée particulière est placée à côté du trône du prince Loki, ce qui indique qu'il est un combattant expert dans l'art de manier l'épée. Il sera très intéressant de voir une éventuelle confrontation entre Zoro et Loki à l'avenir. Pendant ce temps, à Marijoise, Akainu se trouve dans la salle d'autorité après avoir été convoqué par les Gorosei. Ils discutent de la crise alimentaire causée par l'armée révolutionnaire, qui a détruit les approvisionnements alimentaires destinés à Marijoise. Ce problème s'aggrave, et les Tenryubito commencent à manquer de nourriture, ce qui pourrait être la première fois dans leur histoire qu'ils font face à une telle crise. Le plan de Dragon fonctionne parfaitement, car cette famine met le gouvernement mondial dans une situation difficile. Et Gorosei ne reste pas les bras croisés face à cette situation. En tant que dirigeants du gouvernement mondial, ils doivent trouver une solution. Et Gorosei décide d'utiliser la marine comme force principale pour escorter le nouvel approvisionnement en nourriture.
Garling, qui vient d'être nommé membre des Gorosei, enverra les chevaliers sacrés pour sécuriser cette mission. Le gouvernement mondial a obtenu de nouvelles provisions alimentaires après que plusieurs nations aient refusé d'envoyer des vivres. Si cette mission réussit, les pays qui étaient réticents commenceront à envoyer de la nourriture à nouveau. Les Gorosei insistent auprès d'Akainu sur le fait que cette fois-ci, l'approvisionnement en nourriture doit être escorté étroitement par la marine, tandis que les chevaliers sacrés surveilleront la zone sous la Red Line afin d'éviter toute nouvelle tentative de sabotage par l'armée révolutionnaire. Garling demande également d'un ton sarcastique si la marine est capable d'accomplir cette tâche correctement, ce qui irrite visiblement Akainu. Avant qu'Akainu ne puisse répondre, un autre Gorosei suggère qu'Akainu devrait envoyer une personne forte et digne de confiance pour diriger cette mission d'escorte. Akainu prévoit d'envoyer l'amiral Rokuju, car Kizaru n'est pas encore revenu de l'île d'Eged et n'est pas dans un état mental optimal après les événements de l'île du futur. De plus, Akainu craint que si Fujitora prend la tête de cette mission, il ne soit pas au maximum de ses capacités, car il déteste les Tenryubito. Finalement, le meilleur choix est d'envoyer Rokuju. Toutefois, si Rokuju échoue, Akainu interviendra lui-même. Les préparatifs commencent. Certains chevaliers sacrés se dirigent vers la zone sous la Red Line, tandis que Rokuju est en route pour escorter les approvisionnements alimentaires. Ce mouvement est rapidement détecté par l'armée révolutionnaire, et Dragon reçoit la nouvelle presque immédiatement. Ivankov se montre préoccupé, mais Dragon répond calmement que tout se déroule selon le plan. En effet, Dragon a l'intention de provoquer l'apparition des chevaliers sacrés, car il est convaincu que la véritable bataille ne commencera que lorsqu'ils seront impliqués. Dragon a également prévu que la marine s'impliquerait, et il a sans doute déjà élaboré une stratégie pour faire face à cette situation. Pendant ce temps, Lafitte, qui surveille la situation dans le monde souterrain, informe Kurohige des mouvements des chevaliers sacrés et de l'amiral Rokuju. En entendant ce rapport, Kurohige éclate de rire et déclare que tout se déroule comme prévu. Kurohige a également un plan secret lié à cette affaire. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.